Bonjour à tous. Aujourd'hui, notre invité est une personne très spéciale pour moi. Quand j'ai eu l'idée de faire Aspire Inspirer, instinctivement, son nom m'est venu à l'esprit. Il y a certaines rencontres qu'on ne peut pas expliquer. Et l'invité d'aujourd'hui en fait partie. C'était comme retrouver un membre de notre famille ou une sœur qu'on avait perdue. D'ailleurs, on a l'habitude de se présenter mutuellement comme étant des cousines. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter une personne que je considère comme ma sœur. Et c'est une femme inspirante, ambitieuse, et c'est impossible d'avoir une conversation avec elle sans être inspirée. Alors, bienvenue sur Aspire Inspirer. Pierrette, comment tu vas? Bonjour Guylaine, bonjour à tous. Je suis hyper honorée d'être là et je vais bien. Je vais bien. Je suis tellement heureuse que tu aies pu te dégager du temps. Alors, on va avoir une petite conversation, Pierrette. Et sur Aspire Inspirer, j'ai vraiment à cœur de présenter en 360 le parcours des personnes pour que nos amis puissent être inspirés et puissent aussi aspirer à de grandes choses comme toi. Alors, présente-toi. Moi, je t'ai présenté, mais présente-toi en quelques mots. Comment tu te définirais? Tu as mis un peu de pression en me présentant. Écoutez, Pierrette, j'ai 27 ans aujourd'hui. Je vis en Île-de-France, jeune femme active. Je travaille principalement dans le domaine des ressources humaines, mais pas que. On aura peut-être l'occasion d'en parler parce que j'ai d'autres activités annexes. Voilà, je suis une jeune femme dynamique, je pense à laquelle beaucoup de gens peuvent s'identifier. Du coup. On va remonter un peu dans le passé, je dirais. On va parler un peu d'où est-ce que tu viens. Parle-nous justement, de quelle origine es-tu? Ah Du continent. Du continent, Le continent. clairement. Mais oui, je suis d'origine camerounaise. J'ai eu le privilège, je le vois comme un privilège, de naître au Cameroun, à Douala, la capitale économique du Cameroun. J'y ai vécu pendant 12 années. Une enfance très très variée et très très riche, très dense. Clairement. Et par la suite, en fait, parce que mon papa a grandi en France. Ok. Il a grandi en France. Il est retourné au Cameroun et il y avait une jolie dame camerounaise par là-bas. Ouais. Et du coup, c'est dans ce contexte que mes parents se sont rencontrés. Mais mon père, après, est revenu à sa vie. Et par la suite, ma mère, puis nous l'avons rejoint. En parlant un peu de ton enfance, quand tu penses au Cameroun, quels sont les premiers souvenirs qui te viennent à l'esprit? Je dirais la joie et la chaleur. C'est beaucoup de joie au Cameroun, beaucoup de joie de vivre, beaucoup de légèreté. Et beaucoup de proximité. Si tu pouvais résumer en 3 mots, comment est-ce que tu décrirais du coup cette enfance, ces 12 années que tu as passé au Cameroun et pourquoi? C'était un paradoxe parce que j'ai vécu une partie de mon enfance sans mes parents. Ok. Toute mon enfance sans mon papa physiquement. Et je n'ai vécu que 6 années avec ma maman. Donc je dirais que c'était quand même assez dur parce que l'enfance, c'est vraiment les premiers pas d'un humain. Et sans notion de famille tangible, ça reste quand même quelque chose d'assez abstrait, quoi. Donc assez dur, assez atypique. Oui. Mais c'est décompensé par beaucoup de joie parce que j'ai eu le privilège d'avoir des gens autour de moi qui m'ont beaucoup aimée et qui ont finalement fait le pont pendant cette période-là. Tu parles du fait que tu aies grandi sans ton papa. Est-ce que tu penses que plus tard, du coup, l'adolescente et la jeune femme que tu es devenue a un peu manqué de ce cadre-là, au niveau que ce soit émotionnel, mais aussi au niveau professionnel, au niveau des ambitions. Je vais parler de moi sans faire de généralité, mais peut-être que certains se retrouveront ou d'autres pas du tout. Oui. Mais clairement, il y a eu un manque parce que je suis convaincue que la figure d'un père n'est pas remplaçable. Elle peut être compensée, parfois beaucoup, beaucoup compensée. Et quand je dis père, ça peut être celui qui t'a mis au monde ou pas du tout. Pas du tout, oui. Mais la figure d'un père, elle est pas remplaçable. On aime nos mamans, elles apportent beaucoup de bonnes choses, mais elles ne peuvent pas être... elles sont pas constituées pour être des pères. Donc moi, si je regarde ma vie, mon enfance, mon adolescence, c'est vrai que ça a manqué de la rigueur d'un père. Parce qu'un un bon père est rigoureux. Oui. Rigoureux ne veut pas dire méchant ou sévère ou dur, mais il y a ce truc, quoi. Quand il donne un cadre. Il y a un cadre. Oui. Et moi, j'en ai manqué et j'ai appris à vivre sans cadre. Ok. Et à éviter les cadres. Okay. Parce qu'au final, c'était quelque chose de convenable. Oui. Mais quand j'ai retrouvé mon père, petite anecdote,
j'ai vu ce truc et je me suis dit, ah, c'est ce que ça veut dire. Il me donnait des plafonds, quoi, même à l'école. J'arrivais avec de bonnes notes, il me dit, ah, mais tu sais que tu peux viser un peu plus haut. Puis les réactions de maman, c'était, ah, super, ouais, mais bravo. Il me challengeait, mon père. Et je sais que s'il était, parce qu'il est décédé, mon papa, s'il était toujours présent, ce serait un repère pour... Du coup, j'ai appris à nourrir ce truc autrement. En partant un peu dans ce sens-là, tu en as parlé, mais sans aller trop en profondeur, comment est-ce que tu décrirais le milieu dans lequel tu as vécu? Est-ce que c'était un milieu modeste? Est-ce que c'était un milieu... tu étais quand même à l'aise? Parce que tu parlais de paradoxe tout à l'heure. Mon père et ma mère n'avaient pas le même background. Et ma mère, elle, vient d'un milieu un peu plus populaire. Mon père aussi, d'ailleurs, mais il a pu casser ces barrières-là. Et ça fait que ma maman nous a toujours élevés dans un environnement un peu, quoi, le quartier, mais sans être dans le quartier, quoi. Mais dans un environnement où on est conscient des réalités de personnes, par exemple, qui vont manger un repas par jour, des personnes qui, voilà, mangent de la viande à Noël, mais pas forcément tous les jours. Et on ne les côtoyait peut-être pas au quotidien, mais on était conscient de ces réalités-là. Et du coup, j'ai grandi dans un environnement assez paradoxal où il y avait de l'abondance. J'ai connu l'abondance, mais j'ai été consciente des réalités d'autres personnes et ça m'aide beaucoup aujourd'hui à être assez saine d'esprit, je dirais. Quelles sont les valeurs que tu as pu retirer de ça et comment tu penses qu'elles impactent aujourd'hui la femme que tu es devenue? L'une des valeurs principales, je dirais, c'est on ne peut pas cataloguer quelqu'un en fonction de ce qu'elle a. Et on vit dans une société qui est très tournée vers le matériel. La capitalisation nous a menés là. Aujourd'hui, no money, tu peux rien faire. On vit dans malgré nous, on est dans ce système-là. Et ça fait que parfois, on a tendance à jauger, catégoriser les gens en fonction de ce qu'ils ont. En fonction de ce qu'ils possèdent ou en fonction de ce qu'ils n'ont pas et en fonction de ce qu'ils ne possèdent pas. Et je pense qu'une des choses qui me sert beaucoup professionnellement parlant, c'est le fait de respecter tout le monde. De respecter tout le monde et de toujours trouver une part de richesse chez tout le monde. Du coup, dans ce témoignage-là, je peux beaucoup me retrouver parce qu'on a beaucoup de similitudes toutes les deux. Moi aussi, je suis née au Cameroun et c'est pour ça qu'on dit très souvent qu'on est cousines. Et j'ai vécu pendant 10 ans, du coup, sans ma maman et sans mon papa. Donc, j'arrive un peu à me repérer quand tu parles du fait de manquer de cadre, de manquer de rigueur, de vouloir vivre un peu en dehors des cadres. Et donc, du coup, c'est vraiment quelque chose qui me touche. Donc, on va continuer un peu à avancer dans ton parcours. Tu es en France aujourd'hui, tu n'es pas au Cameroun. Alors, raconte-nous un peu comment tu t'es retrouvée ici. Après, oui, c'est vrai que j'ai passé la plus grande partie de ma vie aujourd'hui à date, 27, donc 12 Cameroun et 15 en France. Je me suis retrouvée dans le cadre de mes parents, ma vie familiale, où mes parents se sont rejoints et naturellement... je rejoins mes parents. À l'époque, je vivais dans le nord de la France. Same. No way. Same. Attends, mais soit tu me l'as dit, soit j'ai oublié. No, same. Sorry, guys, on est... Same. Ok. Où dans le nord? Moi, je vivais dans les Ardennes. Près de Reims. Ok. Moi, j'étais dans un petit village, Cheny, un petit village picard. Et parce que ma maman, elle voulait plus d'espace là-bas, il y a des logements plus grands, c'est plus facile d'accès en termes même de priorité d'accès aux gens, etc. Donc voilà, on a grandi dans le nord de la France, environnement où il n'y a pas du tout, à l'époque, de personnes de couleur de peau. Talk about it, voilà. Clairement. Donc je quitte Douala où, voilà. Mais encore une fois, je suis assez reconnaissante du type d'école que j'ai fait parce qu'il y avait beaucoup de variétés. C'était des écoles assez internationales et on sait s'adapter. Donc moi, ça m'a beaucoup aidée quand même. Mais je suis arrivée dans un environnement où you feel like the only people in the room. Mais mon éducation a fait que cette notion de rejet n'était pas tellement très marquée. Au contraire, j'ai dû m'adapter, apprendre. Ça s'est plutôt très bien fait parce que quand on est enfant, on absorbe au final. Puis mes parents, ils pilotaient un petit peu le truc. Donc voilà. Et après, on a rejoint l'Île-de-France. J'étais en terminale. Voilà, c'était plus facile pour les études supérieures. Et
Et puis voilà, j'ai commencé à travailler, etc., quoi. Encore pareil, on peut encore faire un parallèle toutes les deux. Parce que, pareil, moi je suis arrivée, comme je t'ai dit, dans le Nord. Yeah. Mais moi, il faut savoir que j'ai fait mon collège, lycée. Et la première amie noire que j'ai rencontrée, d'ailleurs, coucou Marie. La première amie noire, c'était à l'université. Oh wow, ok, yeah. Ouais. Et moi, j'ai pas du tout eu la même expérience que toi. Ok. Pour moi, ça a été traumatique. Ok, wow. Ça a été vraiment traumatique. Le changement de temps. Oh yeah, the weather. The weather. L'année où je suis arrivée, je pense qu'on est arrivé la même année parce que si tu dis que ça fait 15 ans que t'es là, Ouais. moi ça fait 15 ans que je suis là 2010? aussi. 2010. Ok. Oui. Janvier 2010. Non, moi je suis arrivée en juin Ok. 2010. Ça t'avait un peu de... J'avais un peu de... Mais moi, il fait froid, tu vois. Il fait froid. 18 aujourd'hui, Non, il fait 18, je suis à l'aise. Mais à l'époque, C'est l'hiver. c'était un choc. Ah oui. Pour moi, c'était un choc. Donc, au niveau des températures, c'était un choc. Je ne comprenais rien de ce que les gens disaient autour de moi parce qu'ils parlaient avec un accent français, Super vite. très français. Et moi, j'ai été habituée à parler français avec un accent, même si aujourd'hui, on ne l'entend plus parce que, pareil que toi, Yeah. c'est quelque chose que j'ai dû radicalement Éradiqué. supprimer. Sachant que ma mère aussi, elle est vraiment pareille. Moi, là-dessus, ma mère, elle est très carriériste aussi. Yeah. Elle est très dans réussir. Voilà, moi, maman, elle me disait, elle me faisait des après-midi où je devais apprendre la Marseillaise. Ok, Ouais, wow. où Amazing. j'apprenais la Marseillaise. Donc, vraiment, on va dire que je me suis acclimatée. Mais j'ai été pendant longtemps un peu comme un caméléon. Ok. Donc, je me suis un peu... je voyais comment les autres se comportaient. Je me comportais un peu pareil pour essayer de... Et moi, je suis arrivée dans des villages où j'ai connu le racisme, Oui. où c'était vraiment... Donc, c'est une manière de dire qu'il y a vraiment, finalement, deux manières Oui. de vivre les choses. Parce que toi, ça a été de manière très... tu as fait face à ces choses, mais Oui. ça s'est quand même passé plutôt smoothly. Je me disais survival mode. Clairement. Tu dois... voilà quoi. Tu dois être la meilleure. Tu dois être bien. Et tu dois pas faire de faux pas. Et le Cameroun ne doit pas ressortir. Ne doit pas ressortir, vraiment. Donc, Parlons de l'adolescente que tu étais. Oh. Est-ce que tu avais des rêves? Comment est-ce que... quel type d'adolescente t'étais finalement? Bah, je dirais que mon adolescence est beaucoup liée à mon enfance parce que très tôt, j'avais déjà pas mal de rêves. On me le rappelle, moi, les gens avec qui j'ai grandi me disent souvent des choses. J'ai un oncle, il y a 2-3 jours, qui m'a dit tout ce que tu fais et tout ce que tu disais. Et très petite, j'étais très axée, je dois être prospère. Je dois être riche. Je dois être riche. Comment? I don't know. Mais parallèlement, j'avais quand même une adolescence assez... sombre n'est pas le mot parce qu'il y a pire, mais... Tumultueuse? Oui. Pourquoi? Parce que si je dois réfléchir aujourd'hui, je pense qu'il y a le fait de ne pas avoir eu de cadre. Oui. Il y a le fait que j'ai sauté 2 classes, donc il y a toujours ce truc de je ne veux pas paraître comme une petite. Et il y a aussi le fait que j'ai dû changer d'environnement et m'adapter. Donc pour passer en fait crème, si je puis dire, on doit se fondre dans la masse. Clairement. Donc faut faire les bêtises que tout le monde fait. Faut pas qu'on sache que ils ont 15 ans et j'ai 13 ans. Et du coup, ça m'a menée à vivre une vie quand même assez mouvementée, quoi. Ouais. Donc, j'ai dû m'exposer à pas mal de choses. Type, je crois que j'ai fumé ma première cigarette à 12 ans. Ok. Ouais. La drogue, plein de choses. Plein de choses dans ce genre-là, quoi. Donc, ça fait que, autant j'étais ambitieuse, et c'était un piège pour ceux qui me fréquentaient, parce qu'autant je faisais ces choses dans tu faisais des bêtises avec eux, mais autant, après... my life has to be successful. Donc, c'était... et du coup, mes parents ne connaissaient que la partie my life has to be successful. Est-ce que tu te voyais, tu parles de ton ambition, est-ce que tu t'es toujours vue comme étant... une personne très carriériste, très, je vais avoir mon travail, ou est-ce que tu t'es dit, je vais être entrepreneur, je vais monter un truc, ou tu t'es dit, non, je vais investir, tu étais un peu dans quelle catégorie? C'est vrai que ma vision était toujours, you have to do something big, mais en évoluant, en écoutant les gens autour de nous, en regardant des hommes excellents qui ont réussi, c'est ma philosophie. Après, certains ne le font pas et réussissent, mais... Je pense qu'il est toujours bon de savoir servir la vision de quelqu'un jusqu'à ce qu'on acquiert le niveau de maturité nécessaire pour faire sa chose, quoi. C'est vrai.
Après, quand je dis sérialisation de quelqu'un, dans le temps, pour quelqu'un, ça peut représenter 5 mois. Pour d'autres, ça peut représenter 1 année. Wow. Pour d'autres, 7 ans. Pour d'autres, 20 ans. Jusqu'à ce que tu saches dans ton cœur que c'est le moment. C'est le moment, tu sois convaincu. Quoi. Oui. Je me suis vue salariée. Je n'avais pas de problème à l'être. Je suis salariée toujours actuellement. Par contre, en étant salariée, je pense que quand tu as ambition d'entreprendre et ambition de faire quelque chose, tu n'es pas le même type de salarié. Oui. C'est-à-dire que ça ne m'a jamais intéressée d'avoir un job de 9h à 18h, d'y aller, de recevoir mon salaire à la fin du mois. Non, si j'y vais, aujourd'hui, quand je postule pour un emploi, c'est « How does it fit ?» dans l'agenda. Waouh. Je sais que dans 10 ans, je vais là-bas. Waouh. Et quand je dis « How does it fit ?» ce n'est pas le montant de salaire qu'on me propose. Vraiment. Je pense que moi, il y a 3-4 ans, non, j'ai 5 ans, j'ai fait ce shift. Quand je cherche un emploi maintenant, je cherche des gens. Je cherche quelqu'un. Wow. J'ai eu, franchement, une fois, franchement, ça, c'est Dieu qui m'a contraint à accepter un emploi. Le salaire, c'était, I'm not, genre, vous êtes dingue. Are you kidding me? Non. Mais, Guylaine, je savais tellement que il y avait ça avait ce que je devais ce que je devais avoir, ce que je devais acquérir dans la prochaine étape. Et j'ai avalé, j'ai bu de l'eau, j'ai avalé et j'y suis allée. Et parfois, on a une idée de non, mais moi, je veux être ce type de personne. Mais parfois, pour mieux comprendre ses employés demain, il faut passer tous les étages. Tous les étages. Tous les étages. Donc, aujourd'hui, je grandis, c'est cool. Mais c'est vrai que ma vision, elle est, oui, salariée. Carriériste, je l'ai grave été. Je le suis beaucoup moins. Dans le sens où le tout n'est pas de monter, mais de bien monter. Je me suis promis d'être avant d'avoir ou d'occuper une position. Quoi. Donc voilà, je construis bien, doucement, mais bien. Ok, très bien. Et du coup, tu parlais un peu de ta vision à toi au niveau de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous définir en quelques mots, c'est quoi pour toi entreprendre? Entreprendre, c'est quand même... entreprendre, déjà, c'est un verbe. Hein. C'est l'action de faire quelque chose et pour un but derrière. Ouais. Entreprendre, c'est pas spécialement je fais quelque chose, je monte une boîte qui a des millions, qui vaut des millions et je la revends. Chacun a sa propre définition selon son couloir aussi. Pour moi, entreprendre, c'est vraiment... c'est très large. Je choisis peut-être un secteur, un domaine, je vois un besoin et j'ai peut-être à cœur, moi, de répondre à ce besoin-là selon mes capacités, selon les capacités de mon équipe, de ceux qui m'entourent. Donc, ça peut être lié à du social, à de l'humanitaire, comme ça peut être lié à de la technologie, comme ça peut... C'est hyper vaste. Après, moi, ce que j'ai comme vision, je parle de moi, mais on est bientôt deux dans cette histoire-là. Alors, oui. Big up à Agiré, d'ailleurs, qui mérite un épisode en 2 parties, clairement. Il viendra peut-être. C'est une invitation que je glisse. Mais ouais, Jiré, c'est mon fiancé, du coup. C'est mon fiancé. Je sais pas quand vous verrez ce truc, mais peut-être que, voilà, il sera... À l'époque, ce sera peut-être son mari. Ce sera déjà mon mari. Clairement. Ce que j'ai dans mon cœur, c'est par rapport à plusieurs secteurs d'activité, parce que je m'intéresse à beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Après, je vous parlais d'associations humanitaires, machin. C'est des trucs qui, par ricochet, résonnent beaucoup dans mon cœur. Mais le cœur d'activité, c'est vraiment le business. L'IMO. Clairement. Voilà. L'IMO, ça a toujours été un truc dans mon cœur, en France, dans le monde. C'est quelque chose de sûr. Pour moi, c'est tellement gratifiant d'être utilisé pour donner un toit à quelqu'un. Waouh. Je me souviens, l'une des premières entrées locataires qu'on a fait, c'était son premier appartement. Elle était toute jeune, tout premier appartement, elle savait pas ce qu'était EDF, la lumière, machin, et on l'a accompagnée dans les premiers pas de sa vie, quoi. Et c'est quelque chose de générationnel, parce que moi, je suis très touchée par l'idée de legacy. Pour moi, la prospérité, la richesse, c'est pas quelque chose d'instantané. C'est quelque chose qu'on lègue. Qui doit durer dans le temps. Et qui dure dans le temps. Wow. Et pour moi, il y a 2 types, moi, d'hommes d'affaires, d'entrepreneurs. Il y a ceux qui ont été des personnes et on garde le nom et on se demande où sont leurs enfants et qu'est-ce qu'ils font. Puis il y a ceux
dont le nom dure dans le temps. Dans le temps, oui. Ça résonne dans le temps, quoi. Ah. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Et pourquoi l'immobilier, oui, c'est quelque chose qui va se léguer de génération en génération. Après, j'ai pas mal d'idées tout le temps en tête, voilà quoi. L'Afrique commence à prendre une partie particulière dans mon cœur. Ok. Don't know why, ça va s'explorer avec le temps. Ouais. Et après, avec cet argent, il y a des causes derrière, quoi. Il y a des causes, parce que être riche pour être riche n'a rien de valuable. Donc, pour moi, cet argent sert à des causes. L'orphelin, la veuve, des femmes, des populations illettrées, voilà, quoi. Je veux être un robinet pour des personnes, quoi. Oh. Et c'est ce qui me challenge à vouloir plus. Pas pour avoir plus, mais vouloir plus parce qu'il y a beaucoup de besoins. Pour donner plus, pour faire plus. Et c'est là où on se rejoint énormément dans cette vision de l'entrepreneuriat. Et moi, je me suis toujours vue, à l'époque, je savais pas que c'était l'entrepreneuriat, mais je me suis toujours vue faire de grandes choses. Je me suis toujours vue aussi partager. Comme ce qu'on est en train de faire, partager l'expérience, mettre en avant d'autres personnes. Et là où j'aime beaucoup ta vision des choses, c'est la notion d'impact. De créer un impact, pas simplement être riche pour être riche, mais être riche pour ensuite, derrière, créer réellement un impact. Je vais te savoir, à quel âge tu as eu ton premier bien? À quel âge tu as signé ton premier bien? Est-ce que c'était avec Jiré, ton fiancé, ou est-ce que c'était avant, toute seule? Alors, mon premier bien, je fais des calculs, là, je fais des maths dans ma tête, mais j'avais 26 ans. J'espère que je ne dis pas de bêtises, j'ai 27 ans. Oui, j'avais 26 ans. Non, c'était l'année dernière. L'année 2020. d'avant. On est en 2025. Oui. Donc lui, c'était en 2024. Ok. Yes. J'avais 26 ans quand j'ai signé mon premier bien. Mon premier bien. Dans mes calculs, moi, c'était quelque chose... À 20 ans, terminer l'école, 21 ans, premier bien. C'était mon goal, quoi. C'était vraiment mon goal. Ok. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Et le ciel sait pourquoi. Et entre donc ces 21 ans-là et mes 26 ans, il y a eu un temps de préparation, mais monstrueux. En fait, entre mes 21 ans et mes 26 ans, je dirais mes 25 ans, l'idée de ce qu'est une famille a tellement été déconstruite et construite chez moi. Ce truc-là, je pense que ça aurait shifté ma façon de faire les choses, quoi. Et pendant 4-5 années, je ne me suis jamais autant éduquée sur qu'est-ce qu'une famille. Qu'est-ce qu'un père, qu'est-ce qu'une mère, qu'est-ce qu'un enfant, que sont des petits-enfants, qu'est-ce qu'une grand-mère. Et voilà, quoi. Il y a eu un temps de préparation. J'ai commencé à travailler, j'ai fait des jobs assez où je me disais, mais like, I can do this kind of job. Du coup, même ma vision, parce que je vous disais que j'ai appris à contrebalancer, mais je me suis rendu compte qu'il y avait encore beaucoup, beaucoup d'orgueil chez moi. Et pour moi, réussir, c'était entrer par une porte et régner, mais non, parfois, you have to be humble, like, la vie va tumble. Clairement, beaucoup. clairement. Et de mes 21 ans à mes 24-25 ans, oui, j'ai appris à... Ouais, j'ai fait des trucs où t'as même pas envie de dire ce que tu fais dans la vie, quoi. Voilà. Et j'ai appris. J'ai rencontré après Jiré. Et du coup, ma vision de l'immobilier aussi s'est définie. Et du coup, le premier bien, oui, on l'a acquis à 2. C'était une de tes questions, à 2. Mais en fait, c'était pas le cas initialement. C'était pas le plan initialement. Quand on s'est connus, en fait, on s'est challengés. On a été amis, je crois, pendant 1-2 ans, ensemble, voilà. On se connaissait 2 ans encore avant ça. Ah oui. Ouais. Et on s'est mis ensemble, voilà, quoi. Bien après tout ça. Et quand on s'est mis ensemble, on s'est challengés, on s'est dit, le premier à acheter son appart a gagné, quoi. C'était un pari. Et on se challengeait, et un jour, il me dit, et si? Ouais, t'es là, je suis là, je veux t'épouser, on sait qu'on va se marier, faisons un truc à 2. Je me dis, surtout, il me parlait d'immeubles. I was like, this deal is crazy, t'es fou. Acheter un immeuble, à l'époque, j'avais quoi, 24 ans? Donc, c'est un processus qui a duré 2 ans. 2 ans. Waouh. 2 ans. Il me dit, ah oui, mais on peut acheter un immeuble. Et moi, comme d'hab, quoi, j'écoute pas, mais il est dingue, il sait pas ce qu'il raconte. Et ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est qu'il ne parle pas, quoi. Il a dit d'accord. Et moi, ça m'a travaillé. Voilà, et après, on a fait ça.
On s'est préparé, on a acheté un immeuble du coup en premier lieu et par la suite on a acheté un autre bien, après on a ouvert une société, toujours dans l'IMO et ça grandit bien. Le patrimoine grandit, ça fait plaisir et on se prépare là pour une deuxième vague. Et donc du coup comme tu l'as dit toi-même, tu t'es beaucoup éduquée au niveau tu parlais de la famille mais finalement de l'héritage en fait. Ah oui. Finalement c'est vraiment l'héritage, ce qu'on hérite de là où on vient et aussi ce qu'on va pouvoir finalement transmettre quoi. Au travers de ton parcours, on voit vraiment que c'est pas simplement motivé par l'argent. Il y a aussi cet aspect vraiment humain, aider et j'ai bien aimé, je veux rebondir là-dessus sur tes motivations et c'était l'une de mes questions d'ailleurs. Qu'est-ce que tu as ressenti là quand vous avez signé et quand vous avez eu vos premiers vrais locataires quoi parce que on peut se dire oui on achète un immeuble mais c'est quelque chose de très froid tu t'arrives pas vraiment à te projeter mais c'est vraiment quand tu fais rentrer des locataires que tu dis ah ouais that's actually a big thing tu vois. En fait et c'est pas du tout pour ça casse pas du tout la joie ressentie quand on se prépare pour quelque chose. En fait on y est tout le temps, c'est notre quotidien, c'est-à-dire que pour ce type de projet on se lève pas et on se dit je veux un immeuble, 6 mois passent, j'achète un immeuble. Non. Nous on s'est formés pendant une année. On a fait le tour de France avec des tout corps de métier, sur des chantiers avec des artisans, c'était on buvait ça, on mangeait ça parce qu'on voulait pas faire un truc quelqu'un a acheté, je me lève, j'achète parce qu'on veut bien faire les choses. Parce qu'il y a de très mauvaises expériences en immobilier comme de très bonnes expériences et on voulait se préparer. Donc, ça fait que c'était notre quotidien. Pour acheter, la banque te regarde aussi comme un partenaire. Donc, tu dois te présenter comme un partenaire trustworthy, genre envie de te faire confiance. Donc, tu prépares en fait ta gestion financière. Vaut mieux le faire avant, mais même pendant, c'est pas trop tard. Si tu as un projet d'achat, dis-toi, maintenant que je l'ai, je vivais comme je voulais. Right now, je commence à me préparer. Je me donne 6 mois de préparation intense. Donc, il y a de l'épargne, il y a de la gestion, parce que les banques regardent aussi, non pas seulement ton niveau d'épargne, parce que certains ont de l'apport. Et une banque leur dit non. Pourquoi ? Parce que le style de vie que tu mènes selon tes dépenses ne m'intéresse pas. Donc, les banques regardent même tes catégories de dépenses. Dans quoi tu dépenses. Ils se disent, lui, c'est peut-être quelqu'un de bien pour un crédit conso à 80 000. Mais c'est pas quelqu'un de bien pour un... Voilà. Et où ils se disent, c'est quelqu'un de bien pour un bien, mais pour 2 biens, non. Et ça, on ne le sait pas. Du coup, ça fait qu'on a vécu intensément, je vais répondre à la question, dans un environnement de préparation. Donc, quand on signe, il y a une partie qui est euphorique de c'est fait, enfin. On l'a fait. Puis il y a une partie de relief. C'est fait, quoi. Donc, c'était 2 trucs de... Puis on est fiers quand même de soi parce que c'est pas simple. On a eu, nous, des banques qui nous rigolaient au nez, quoi. Il y a des banques qui... Moi, je me souviens, mon agent IMO, il m'a appelée jeune fille, petite. Je t'explique. Non, ma petite. I was like, do you know? Non, mais je me suis dit, je vais le rappeler. Et je lui dirai, je vous explique. On l'a fait. Donc, on était très contents, on était très heureux. Imagine, parce que personne derrière nous, finalement, ne l'a fait, quoi. On s'est lancé comme des... On n'a même pas dit tout de suite à nos parents ou quoi que ce soit. On s'est dit, c'est tellement fou ce qu'on fait. Et après, il faut savoir avec qui on fait. C'est quelque chose qu'on peut faire seul, comme à 2. Mais c'est vraiment partenaire de tous les problèmes. Donc, autant se jeter dedans. Oui. Et du coup, l'entrée des locataires, c'est gratifiant, quoi. C'est gratifiant. Même quand il y a des petits soucis où ils ont des petites pannes et on arrive, on les traite bien. On veut bien les traiter et puis ça fait du bien, quoi. Ok, très bien. Et on va parler un peu des sacrifices. Parce qu'il faut savoir que cette jeune femme, on se voit très rarement. On se voyait, son téléphone, je ne préfère même pas en parler. Elle avait vendu son iPhone, elle avait un téléphone. Je sais même pas si on pouvait se prendre en selfie avec ce téléphone. Voilà. Et j'ai été tellement inspirée par les sacrifices qu'ils ont fait, parce que c'est vrai qu'on voit la réussite, on voit le côté vraiment gratifiant que tu mets en avant, mais
faut pas oublier aussi les sacrifices que vous avez fait à côté. Est-ce que tu peux nous parler un peu des sacrifices que vous avez mentionné mon téléphone. Ok, guys. Non, mais c'est marrant parce que c'était un sujet de rire au travail l'autre fois. Il faut dire que c'est vrai que, après, ça dépend de chacun. Parfois, d'autres vont dire que c'est abusé et que j'exagère. Mais ça dépend de mon agenda. C'est-à-dire que moi, dans mon calendrier, si je dois arriver en 2028 à cet objectif-là, je vais prendre les mesures nécessaires qui font que j'arrive à cet objectif. Après, j'ai des sources de plaisir, hein, et un peu trop même pour la nourriture. Et quand on fait des sacrifices, je suis pas pour des sacrifices qui font qu'on ne vit pas du tout, parce que c'est ce qui fait qu'on pète les plombs, on prend son livret, on se dit, bah écoute, tu sais quoi, je vais à Punta Cana parce que je peux mourir demain, donc je vais vivre. Non. Faut toujours de l'équilibre. Et du coup, bah, nous, pour épargner, bah, il faut faire des sacrifices, quoi. Nous, on voulait plusieurs trucs, on a acheté plusieurs biens dans un temps court, ce qui fait qu'il fallait donner de l'apport. Fallait donner de l'argent, et on s'est dit, bah, on va maximiser notre épargne. Donc, ça fait que, bah, moi, mon téléphone, en fait, il était tombé en panne. Et je me suis dit, je rachète pas d'iPhone. Il y a quoi même qui existe, là, 170 €. Voilà. J'ai pris un Oppo. Il fonctionne jusqu'aujourd'hui, il fait le job. Tout ce qui est shopping, parfois on veut faut être cute, faut être, voilà, le minimum légal quand même. Quand, voilà. Bien sûr. Mais je me disais, voilà quoi, budget nails, on va mettre le semi-permanent qu'il faut et puis c'est bon. Ça va bien se passer. Ça va aller. Et si tu peux pas te faire des braids à 90 €, bah apprends à connaître tes cheveux et fais un truc avec et ça va aller. Voilà quoi, organiser ses dépenses pour faire que bah j'ai mon niveau de charge, je n'y déroge pas, je règle mes factures, faut payer ses factures. Je règle mes factures, je vis un petit peu, je me fais plaisir, j'ai une vie sociale, mais j'ai de la rigueur dans mon épargne. Mais pour avoir de la rigueur dans son épargne, il faut que son épargne ait un but. Tu peux épargner comme tu veux, mais si ton épargne n'a pas de but, bah, tu donneras des buts instantanés à ton épargne. Parce que les envies ne montent pas envie dans une société qui suscite l'envie, quoi. Ah, tiens, ce pays, c'est vrai que j'ai pas encore... Ah, mais... Bah ouais, bah je prends, je fais. Mais quand ton épargne a un but, tu regardes l'épargne te regarde, ton but te regarde. Ton but te regarde aussi. Je vais même aller à Nice, là. C'est vrai que je suis déjà allée 15 fois, mais c'est pas loin. C'est pas loin, oui. Il fait chaud, il y a la mer. C'est bien. C'est bien. Donc, c'est vrai que oui, il y aurait eu beaucoup de discipline financière et c'est des choses qui restent finalement. Parce que c'est pas quelque chose qu'on nous enseigne. Hein. Parfois, tu commences à travailler, tu vois l'argent, tu n'avais pas d'argent, tu vois l'argent, tu te dis, ah bah en fait, voilà, il y a 2000 €. Avant, j'avais quoi 200, j'ai 2000, j'ai t'as envie de profiter. Je profite, quoi. Et le temps passe et le temps ne revient pas. Et tu profites à 20 ans, tu as 28 ans, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et quand tu comptabilises, tu as peut-être dépensé 100 000 €. Clairement. Et tu aurais pu faire quelque chose de ces 100 000 €. Donc, oui, il faut s'éduquer financièrement. L'argent, en fait, quand tu le vois comme un moyen, tu respectes, en fait, l'argent. Parce que si tu respectes l'argent va te respecter. Si tu ne respectes pas l'argent, tu peux avoir comme ça et ça disparaît. Donc, il faut savoir dealer avec l'argent, quoi. Et moi, très tôt, c'est un truc que j'ai appris. Si j'ai 100, comment je peux avoir 150 demain? Si j'ai 100, je dois vivre avec les 40. Et je maximise le tout, quoi. Donc, j'ai appris ça très, très, très vite. J'irai, lui, il a appris en chemin. Ah, il a appris avec toi? Non, pas avec moi. Un peu avant moi. Et ça s'est corsé avec moi parce que J'irai, lui, c'était genre... faut s'habiller. C'est un bon vivant, quoi. Non, mais ouais. Et quand on s'est mis ensemble, les gens lui ont dit, mais mon gars, genre, la fille, elle a déteint sur toi. On ne voit plus les vestes, on voit plus les... C'était t-shirt blanc. Ouais. Un pantalon, une coupe. Voilà, c'était pas de... Non. Et puis voilà, quoi. Et maintenant, il a des séries de mêmes vêtements, quoi. Alors, il y a mais t-shirt noir. C'est la mentalité des gens riches, finalement. Bah oui, parce qu'au final, je dis toujours, c'est mieux de pleurer avec l'argent. Tu vois, même les disputes, même en couple, c'est mieux qu'on les résolve autour d'un... Tu vois, je t'énerve un peu et on va dans un bon resto gastro. Et... Voilà, je te regarde un peu, tu me regardes, on regarde l'assiette. C'était même quoi, tu vois, mais se disputer quand, tu vois, il y a des pâtes, voilà. Et on s'est dit, même le type de mariage qu'on veut avoir, on va se marier, on l'a fait finalement... c'est très élégant, ce sera très... je dois en parler. Elle me donne des sneak peeks. Très élégant, très noble. Mais on pense à l'après aussi. En petit aparté, je suis très dans cette mentalité. Moi, le mariage, la cérémonie, bien sûr, j'ai quelque chose de beau parce qu'on se marie qu'une fois. Mais pour moi, le plus important et le mariage, pour moi, c'est après.
c'est après. Franchement. C'est après. Donc, franchement, des grands mariages, oui. Mais, voilà. On va pas dormir dans un lit gonflable après. Tu vois ce que Franchement, c'est? et manger des pâtes bolo, C'est pâtes crème ça, fraîche clairement. tout le jour. Clairement. Non, non. Donc, on va atterrir tranquillement. Et je vais te poser une petite question. Si tu devais résumer ton parcours en un mot aujourd'hui, que dirais-tu? Waouh, j'ai l'image d'un escalier. Wow. L'image d'un escalier. Parce que l'escalier, bah, c'est graduel. C'est graduel. Il commence du bas vers le haut, du haut vers le bas, mais c'est pas le cas. Du bas vers le haut. Oui. Et l'escalier demande quand même de l'effort pour aller d'une marche à une autre. Donc, Ouais. travail, effort et croissance, quoi. Mm. Ouais. Tu as longtemps mentionné aussi des mentors, des personnes qui ont réussi. Et si je te disais, est-ce qu'il y a une personne ou un moment qui a particulièrement marqué la vision que tu portes aujourd'hui? Parce que plus que simplement l'immobilier ou tout ton parcours qu'on a évoqué, c'est une vraie vision finalement que tu portes. Et s'il y a une personne ou un moment comme ça qui a été un peu pour toi un déclic, qui a inspiré la vision que tu portes aujourd'hui, ce serait quoi? Tu sais quoi, la question est très difficile. Ouais. Et je peux pas donner de réponse bateau. C'est Mm. hyper difficile. Hyper difficile. Mais bizarrement, ça a toujours été en moi. Je sais pas si ça a toujours été en moi. Ouais. Et la vie, les épreuves, les gens autour de moi, les rencontres que je fais font que bah ça se définit, ça se peaufine, mais ça a toujours été... c'est un dépôt comme ça. Je saurais pas l'expliquer. Je saurais pas l'expliquer. Mais s'il y a quelque chose qui me drive vraiment, ça va être dans mon enfance, le fait d'avoir vu des contrastes. Ah. Des gens qui n'ont rien, des gens qui manquent de rien, des gens qui ont peu, qui font avec, des gens qui ont en transe et qui ont des enfants qui dilapident. Mm. Enfin, le fait d'avoir vu tout ça m'a fait me dire, voici le genre de personne que je veux devenir et voici le genre de vie que je veux avoir, le genre de vie de famille que je veux avoir, le genre d'héritage que je veux laisser à mes enfants. Ça découle tout naturellement à ma question d'après. Qu'est-ce que tu veux laisser derrière toi? Et quel impact tu veux avoir? Waouh. Waouh. C'est super profond. Qu'est-ce que je veux laisser derrière moi? Quand je vois mon impact sans prétention, je veux toucher le monde. Mais quand je te dis toucher le monde, je sais que ceux qui doivent me rencontrer me rencontreront. Je ne sais où sur cette planète. Et ceux que je dois rencontrer, je les rencontrerai. Mais je veux toucher le monde et surtout que des gens puissent, par le petit grain de sable que je suis dans tout ce truc, se dire, si ça a été possible pour elle, bah ça le sera pour moi, quoi. Par beaucoup de grâce, par beaucoup de travail, mais que les gens puissent se dire, moi aussi, je peux le Je peux y faire. arriver. Tu vois, j'ai jamais été intéressée par ce truc centré sur, ah, il est comme, non, c'est, bro, like, if that crazy girl, like, moi aussi, quoi, je peux le Ouais. faire. Et c'est totalement accessible parce que je n'ai rien de plus que quiconque. Rien de plus que quiconque. Donc, ouais, que chaque personne, qu'une femme au Burkina Faso qui ne sait ni lire ni écrire me rencontre un jour et se dise, ok, bah, moi aussi, Je peux le le faire. faire, quoi. Donc, Ouais. Et du coup, dans 10 ans, parce qu'on a Oh parlé du là. passé, on a parlé du présent, on a parlé de tes projets qui vont arriver, donc ton mariage, tes projets entrepreneuriaux aussi. Mais dans 10 ans, tu te vois où? Dans 10 ans, franchement, une multinationale. L'agroalimentaire, là, c'est le secteur, quand je vais l'attaquer, je vais vraiment l'attaquer. Mhm. Une multinationale. L'Afrique centrale, oui, et qui découle un peu sur ce continent parce que je sais pas, je dois rencontrer des gens sur ce continent-là. Je me vois, j'ai répondu business, hein, mais je serai une mère de famille, une épouse. Et ma famille est toujours et sera toujours impliquée dans ce que je fais d'une façon ou d'une autre. Je ne veux pas dire que mes enfants seront forcément obligés de faire ce que je fais. Mhm. Mais je crois que quand Dieu appelle des gens, parfois, il appelle des familles. Des familles. Et Oui, je c'est suis possible. convaincue que ma famille a un appel. Ah. Et je les vois imbriqués selon ce qu'ils doivent faire Mhm. dans ce truc.
Je me vois en train de... Franchement, moi, j'aime le Seigneur et je veux l'aimer de plus en plus. Je me vois lui dédier toujours ma vie, quoi, et utiliser cet argent pour des causes nobles, pour des gens lointains, qui n'ont pas encore de possibilité par eux-mêmes de faire des choses. J'aime bouger, je me vois voyager. Je me vois de plus en plus belle aussi. Girl, you are! Yeah. Et j'ai une base solide, moi, amicale, et je les vois grandir avec moi. Je nous vois évoluer. Je sais que j'ai un socle. Il y a des personnes qui doivent encore venir, mais j'ai un socle avec qui on est en train d'évoluer. Et je nous vois regarder et dire 10 ans après. Wow. Ouais. On refera la même interview. Mais ça a commencé, Mylène, mais le temps passe, hein, franchement. Ouais, le temps passe. Wow. Et on s'est rencontrés, quoi, dans un Zoom où on parlait de ce qu'on voudrait faire clairement. dans 5 ans. Waouh. Ouais. Dingue. Waouh. Ouais. Et donc, du coup, ma dernière question, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Waouh. Je pense que si j'ai cette chose-là, tout ira bien. Mais de toujours garder les pieds sur terre. C'est une bataille constante que j'ai avec moi-même. Toujours garder mes pieds sur terre. Peu importe le haut ou le bas, toujours garder mes pieds sur terre parce que tant que tu t'identifies aux gens, ce que tu fais est valuable et ça ne peut que prospérer. Ça peut que prospérer, clairement. Garder les pieds sur terre. Clairement. Alors, merci Pierrette pour ce beau moment qu'on a passé ensemble. J'ai été inspirée par tout ce qu'on a pu partager. J'espère que toi aussi, cet échange t'a plu. Donc voilà, merci beaucoup pour ce moment. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans Aspire Inspirer. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez été touchés, quels sont vos retours. Est-ce que vous voulez revoir Pierrette? On l'espère pas dans 10 ans, bien avant. Et quant à nous, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Aspire à Inspirer.